Alors, bonjour tout le monde sur ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on est là avec Sylvain de Mon Petit Réflexe. Merci Sylvain d'être là. Bah, salut tout le monde. Donc Sylvain fait pas mal de photos de paysages, se spécialise quand même pas mal dans la photo de paysages depuis un moment. Et ben, donc je m'appelle Sylvain Lepoutre. Je fais des photos depuis, on va dire sérieusement, depuis 2011-2012, quelque chose comme ça. Et donc j'ai appris sur le tas en partageant tout ça sur une chaîne YouTube qui s'appelle Mon Petit Réflexe. Et je me suis spécialisé assez rapidement, peut-être 2-3 ans après, dans la photo de paysage. C'est mon vrai gros dada, leur paysage et tout ce qui va avec, hein. C'est-à-dire que s'il y a un bel animal, j'ai envie de le photographier aussi, même si je suis pas photographe animalier dans le sens, j'ai pas la patience que toi tu peux avoir par exemple avec certains animaux. Et donc voilà, le photo de paysage, c'est vraiment mon gros délire et je fais que ça en photo maintenant et j'adore ça. C'est pas mon métier, je le fais tout à fait en amateur. Et voilà. Et comment t'es arrivé à la photo de paysage? Est-ce que ça a été directement un attrait pour la photo de paysage en soi, ou est-ce que tu as commencé par de la photo un peu généraliste et après coup t'es arrivé vers la photo de paysage? Moi, je sais que ça a été paysage dès que j'ai eu une caméra dans les mains et que ça n'a pas vraiment bougé jusqu'à maintenant. Et toi? J'ai commencé par faire photographier un peu de tout. À la fois parce que j'étais curieux de la technique photo, c'est-à-dire une fois qu'on a un réflexe qui peut faire plein 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 de choses, bah, tu as envie de tout tester. Quand tu achètes ton 50 mm, parce que tout le monde te dit que ça peut être sympa d'avoir un 50 mm, un 8, et que tu découvres ce que c'est que la profondeur de champ, bah, tu vas photographier des petits objets, des portraits, des choses comme ça. Et donc du coup, ouais, j'ai commencé par faire plein de choses, et effectivement, d'avoir une chaîne YouTube où tu veux aussi aider des débutants à progresser et à se trouver, fait que j'ai testé aussi des choses très très différentes. Mais quelque part, quand je retourne dans mes vieux dossiers, je vois que la majorité des photos, c'est quand même des photos de paysages. Donc je pense que j'avais déjà ça depuis le début. Mais par contre, le faire intentionnellement, on va dire que ça fait seulement depuis 3-4 ans que je fais ça réellement intentionnellement. C'est-à-dire que je vais sortir exprès pour aller faire des photos de paysages, et je vais arrêter de faire d'autres photos. C'est-à-dire que même les portraits et photos de mes enfants, des choses comme ça, je les fais au smartphone maintenant. Et je sors mon appareil photo que pour les sorties paysages. Et je suis capable de rester une demi-heure au même spot pour trouver la bonne compo et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment devenu ma seule lubie photographique maintenant. Et tu penses que depuis que tu t'es spécialisé à faire que de la photo de paysage, tes photos de paysage justement sont vraiment améliorées à partir de ce moment-là, ou pas spécialement plus qu'avant? Est-ce que ça a été exponentiel du moment où tu t'es consacré à ça? Je dirais pas que c'est exponentiel, je dirais au contraire que c'est plutôt logarithmique. C'est ça qui est difficile. C'est que les toutes premières photos de paysages qu'on va faire, elles sont généralement assez basiques, même si certaines sont très belles parce qu'on était là au bon endroit au bon moment, et quelque part, même si t'as pas un bon appareil photo, même si t'as pas les techniques de composition, si l'endroit est beau et que tu as une belle lumière, bah, ça fait déjà une belle photo en fait. Euh, mais ensuite, les progrès, quand je te dis qu'ils sont logarithmiques, c'est que pour passer à l'étape, enfin pour progresser de 10%, il faut que tu fasses 2 fois plus d'efforts à chaque fois, quoi. Et donc en fait, c'est pour ça que je pense qu'on est nécessairement obligé d'être hyper passionné pour pouvoir aller de plus en plus loin en termes de niveau photographique, si on peut parler comme ça, même si j'aime pas trop le terme. Mhm. Parce que à chaque fois, pour grappiller quelques petits pourcentages de qualité photo, on va dire, il faut donner 2 fois ou 3 fois plus d'efforts à chaque fois. Mais en même temps, quand on est passionné, c'est génial, quoi. Je sais qu'on n'en a pas vraiment parlé avant, donc je ne sais pas si ça va te parler comme question, mais qu'est-ce que tu vois, toi, comme palier un peu ton évolution en photo? Est-ce que tu vois certains paliers qui sont arrivés au fur et à mesure? Genre, est-ce que tu as d'abord commencé à voir un peu plus la compo, après tu t'es dit filtre, ou est-ce que tu arrives à un peu donner ta progression et Ouais, tes... les étapes clés, on va dire. Oui, et c'est une question qu'on s'est posée tout récemment avec des collègues photographes dans une, dans une émission qu'on faisait sur Twitch. Et du coup, je me suis posé cette question, j'ai pris le temps de me poser, et effectivement, j'ai repéré quelques étapes en fait. Je pense pas avoir eu un déclic à un moment, genre du jour au lendemain, tu te réveilles et tu dis, oh, mais en fait, ça y est, je suis photographe de paysage. Euh, mais il y a quand même des étapes clés. Je parlais pas tellement du moment où tu as eu le déclic pour dire je suis photographe de paysage, mais plutôt euh,
au niveau de ta qualité de photo, de cette progression de photos de paysages, est-ce que tu as eu certaines techniques ou certains moments où tes photos, tu peux regarder sur ton portfolio et voir vraiment une différence à partir de ce moment-là, mes photos sont meilleures. Pas vraiment. C'est pour ça que je te parlais plus d'évolution en tant que photographe de paysage plutôt que visuellement. C'est-à-dire que sur les photos, s'il y a des différences visuelles, c'est parce que j'ai progressé dans le post-traitement, essentiellement. Ok. Mais en termes de composition, dès le moment où j'ai eu un réflexe, j'ai cherché à faire des compositions qui me plaisaient et ça n'a pas vraiment changé. Alors évidemment, je m'affine, ça s'affine un peu avec le temps, mais ça fait pas une différence radicale, on va dire. Euh, Même si par exemple au début je shootais beaucoup à l'ultra grand angle et maintenant je shoote de plus en plus au téléobjectif. J'ai plus de noir et blanc maintenant alors qu'au début c'était tout dans les couleurs. Donc il y a des petites variations comme ça, mais c'est pas flagrant. Euh, Par contre, effectivement, j'ai une photo là en Écosse. Euh, En fait, j'ai une photo encore un petit peu avant, une photo à la montagne d'un petit ruisseau. Je te l'enverrai si tu veux. Ouais. Où je me souviens que c'était la première fois que je sortais faire des photos volontairement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'emmenais mon appareil photo quand on partait en balade, en famille et tout ça. Du coup, je photographiais des trucs, mais parce que il fallait faire vite, parce que les autres t'attendent pas quand ils sont en balade. Donc tu prends ta photo, tu déclenches et puis tu rattrapes le groupe. Là, c'était la première fois où j'ai pris mon sac photo et je me suis dit, bon, allez, je m'en vais une demi-heure, je vais aller faire des photos dans le ruisseau et je reviens dans une demi-heure. Donc ça, c'était un premier déclic, si tu veux, d'être intentionnel dans l'idée d'aller faire une photo. Et puis le deuxième, c'était en Écosse, donc avec les copains, on avait fait une semaine de rando en Écosse. Et, euh, et là, ça m'avait frappé, c'est-à-dire qu'il y avait un endroit où il y avait des nuages de fous, et on arrivait, on était en train de plonger dans une nouvelle vallée, et il y avait des fleurs, il y avait une rivière au fond de la vallée, des gros nuages devant ces belles montagnes un peu rugueuses là. Euh, et j'ai trouvé la scène tellement chouette que j'ai passé quasiment une demi-heure jusqu'à prendre ma photo et faire la compo que je voulais. Et donc j'ai fait poireauter les copains pendant une demi-heure. Et c'était la première fois où vraiment je prenais beaucoup de temps pour sortir une photo. Et où je me suis rendu compte que du coup c'était plus forcément très compatible avec l'idée de prendre des photos pendant qu'on faisait une balade avec d'autres personnes, quoi. Non photographes en tout cas. Donc voilà, c'est un peu ça les deux déclics pour moi. D'accord. Et au niveau post-traitement, tu as dit que ton post-traitement avait quand même pas mal évolué. Hum, est-ce que tu peux donner un avant et un après, ou est-ce que ça a été aussi très linéaire comme progression et comme changement? Là, c'est plutôt linéaire et disons que j'ai pas encore trouvé exactement mon style, je pense, sur le post-traitement. Je suis pas encore complètement satisfait de mes post-traitements. Donc et voilà, il y a encore beaucoup de marge. Donc je sais pas si je regarde mes premières photos, je tirais un peu beaucoup sur les contrastes, un peu beaucoup sur la saturation, mais comme beaucoup de personnes, je pense, hein, on joue un peu dans les extrêmes au début, et puis après ça s'affine, ça devient un petit peu plus léger euh, avec le temps. Mais encore une fois, non, il y a pas une transition violente du jour au lendemain, quoi. Essayer d'éviter les trucs extrêmes, à part si on a Luminar 4. C'est ça, là, faut y aller, c'est fait exprès. Du coup, ouais, je t'ai posé une question un peu pour te préparer un peu à l'avance. C'est qu'est-ce que tu penses d'aller sur le terrain et de composer sa photo, mais est-ce que tu vas composer ta photo par rapport à ton sujet, à la composition en elle-même, ou est-ce que tu vas composer plutôt en fonction de la lumière que tu as sur le terrain? Je pense que bon, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Si tu vas avoir une composition qui est parfaite avec une lumière de fou, ça va être le top. Mais si tu arrives sur un endroit un peu nouveau que tu connais pas, comment tu vas chercher à composer? Est-ce que tu vas te faire diriger par la lumière ou par les éléments? C'est pas une question facile. Parce qu'en fait, ça dépend vraiment des cas. En règle générale, moi j'ai une sensibilité particulière pour la composition, donc comme je te disais, je suis capable de passer une demi-heure à chercher la bonne compo, donc je vais pas forcément me dire, tiens, à l'instinct, ma compo est vers l'est, mais vers l'ouest il y a une super lumière, je me tourne vers l'ouest et je photographie, peu importe ce qu'il y a de ce côté-là, du moment qu'il y a la lumière. Je photographie pas comme ça. Par contre, effectivement, avec le temps, on devient de plus en plus exigeant sur ces photos. Et aujourd'hui, des photos où il y a une belle composition mais pas de lumière, ou une
lumière pas intéressante, j'ai du mal à les garder et même limite, j'ai du mal à les prendre en fait, ces photos-là. Euh, donc j'ai tendance à penser que quelque part le facteur déclenchant, si j'ai envie de dire, c'est la lumière. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de lumière, je ne déclenche pas. Mais en même temps, je vais le faire que si je trouve une composition qui me plaît. Ça m'arrive souvent d'être dans des endroits où il y a une magnifique lumière, j'ai pas de compo, bah, je déclenche pas non plus. Mais tu vois, il y a des photos où clairement j'ai passé beaucoup de temps à chercher une compo et d'autres photos où j'ai attendu d'avoir la lumière. Donc sur les 3 photos que je t'ai envoyées, justement, c'est un peu 3 cas différents, donc ça peut être intéressant d'en discuter. Donc sur la première photo que je t'ai envoyée, pour ceux qui écoutent le podcast audio, c'est une photo de Delicate Arch, c'est une arche de pierre qui est très connue dans l'Utah aux États-Unis. Et en fait, ce jour-là, on avait un grand ciel bleu, comme souvent hein, dans cette région-là. Donc du coup, quelque part, la lumière, il n'y a pas trop, il y a pas trop de difficultés. En gros, il faut être là à la bonne heure. Là, on était là au coucher du soleil, au moment où elle est éclairée par le soleil rasant. Mais quelque part, quand on est arrivé un petit peu en avance ce jour-là, et donc on avait largement le temps de chercher une bonne composition. Ça, c'est peut-être le bon conseil à donner, c'est-à-dire déplacez-vous en fonction de la lumière. Cherchez effectivement plutôt à aller au spot le plus prometteur quand il y a un potentiel de bonne lumière, dans les bonnes heures, et éventuellement en regardant sur vos applis s'il y a les nuages qu'il faut et tout ça. Et ensuite, arriver 1 heure ou 2 à l'avance, le temps de trouver la bonne composition. C'est souvent un peu un mélange des deux. Donc là, ce jour-là, on était en avance, donc on a eu le temps de chercher une composition. Et là, l'idée était vraiment de faire une composition différente de celle des autres. Tous les photographes se mettent en face de l'arche et puis la prennent vraiment à niveau à- au niveau de l'œil, quoi, on va dire. Euh, et j'avais envie d'avoir une compo un peu différente. Et ce jour-là, il avait plu, ce qui est très rare dans ce coin-là. Donc j'ai voulu descendre. On a pris une demi-heure avec ma fille, je crois, pour descendre, retrouver un chemin. On a crapahuté un petit peu pour Ah, c'est aller aussi long trouver que une ça. petite flaque. Ah ouais, c'est loin. Bah, d'autant plus qu'une fois que tu es tout là-haut, tu peux pas descendre directement. En fait, il faut refaire le tour par le Ah, chemin ok. le sentier de randonnée parce que c'est assez abrupt là, en fait. Euh, et donc on est allé à un endroit où il y a personne qui va parce que c'est pas sur un chemin balisé à cet endroit-là. Et ça a permis de trouver une flaque et de pouvoir faire un reflet assez intéressant et quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'ont les autres. Et là, quelque part, on n'était pas pressé par la lumière, alors qu'il y a souvent des cas, quand il y a des nuages ou des choses comme ça, où le créneau de lumière de belle lumière pour prendre la photo, il va être de 1 minute ou 30 secondes. Et dans ce cas-là, soit tu as déjà ta compo à ce moment-là, soit c'est raté. Là, c'était pas le cas. D'accord, ouais. Mais c'est vrai en regardant la photo, je sais pas si tu en es rendu compte au moment où tu l'as prise, mais la lumière est aussi vraiment bien positionnée pour ta photo, parce qu'au final, tout est dans l'ombre. Beaucoup de la photo est dans l'ombre, à part l'arche en elle-même, ce qui fait elle ressort beaucoup. Ouais, ouais, c'était vraiment, vraiment voulu à la composition et du coup, que le reflet dans la flaque soit aussi très éclairé. Ça crée un bon Bien. équilibre, en fait, dans l'ensemble de la photo. Donc là, on a un bon exemple des deux, quoi. On a une bonne composition et on a aussi la lumière qui n'est pas une lumière de fou, mais par contre la lumière qui est bien positionnée pour amener l'œil au bon endroit sur la photo. Donc, sur la photo numéro 2, alors ça, c'en est une que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. J'avais fait un quart d'heure photo là-bas pour expliquer justement la prise de vue. Là, c'était composition avant tout. C'est-à-dire que c'est une scène que je voulais prendre en photo. C'est une scène que je connais parce que j'avais habité là-bas pendant quelques temps. Et donc, du coup, j'avais cette idée que je voulais avoir l'observatoire et le centre-ville de Los Angeles dans la même photo qui s'équilibre avec l'observatoire d'un côté, le centre-ville de l'autre. Ça s'équilibre verticalement et horizontalement. Euh, J'avais la chance ce jour-là en plus d'avoir des nuages. Donc ça vient bien compléter l'ensemble. Donc du coup, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à chercher la composition d'abord et quelque part, mon idée en fait était surtout de photographier ça au moment où la nuit tombait. J'étais pas venu pour faire une belle photo de coucher de soleil. Et en fait, au moment où le soleil s'est couché, il y a eu vraiment un espace de 30 secondes à 1 minute pendant lequel le soleil est passé entre les nuages, vraiment au dernier moment quand c'était rasant, et ensuite c'est reparti dans les nuages. Et ça m'a permis du coup d'avoir cette magnifique couleur bien chaude sur downtown Los Angeles.
et un petit peu aussi sur le premier plan dans le parc. Mais voilà, là j'ai vraiment passé beaucoup de temps à randonner dans le parc pour trouver la bonne hauteur, la bonne distance horizontale pour séparer les éléments des uns des autres. C'était la composition avant tout. Et j'ai eu la chance ce jour-là d'avoir la lumière qui est tombée. Ouais, donc là, t'as vraiment cherché ta composition et la lumière, c'était un coup de bol. Oui, Elle est arrivée au bon moment, hein. c'est ça. C'était un bonus, quoi. Et là, je pense que la photo numéro 3 est vraiment intéressante parce que je pense que shooter en direction de la lumière est vraiment intéressant aussi quand on est au téléobjectif parce que ça va permettre de faire ressortir des formes et des textures qui sont pas vraiment visibles à l'œil nu si on n'a pas un peu de lumière, une bonne lumière sur ces objets. Donc parlons un peu de cette photo numéro 3 qui est en plus en noir et blanc, qui est aussi un autre aspect qui est assez intéressant. Oui. Oui, cette troisième photo, donc c'est dans le parc de Yosemite. C'est pas très loin d'un endroit où il y a des millions de personnes qui prennent des photos chaque année. C'est un endroit qui s'appelle Tunnel View, qui permet d'avoir une vue sur la vallée qui est juste magnifique avec tous ces grands pics granitiques au fond et puis la forêt en bas. Et en fait, là, l'idée était de... J'ai pris la photo standard comme tout le monde sur le parking, au milieu de centaines de photographes. Et puis ensuite, j'ai pris un chemin de randonnée et je suis monté un petit peu au-dessus, où là, il y avait personne, il y avait un petit couple d'amoureux, un endroit, c'est tout. Et là, du coup, j'étais beaucoup plus tranquille pour pouvoir me poser, prendre le téléobjectif, voir un petit peu exactement quel bout de scène je voulais prendre, faire des pauses longues aussi, parce que les nuages bougeaient un peu dans plein de sens différents. Et effectivement, là, ce qui m'intéressait sur cette scène, c'était vraiment les textures de la montagne, donc la dureté de la montagne et de la roche, avec la douceur des nuages qui vient avec, et du coup les jeux de lumière qu'il y avait en même temps à ce moment-là. Donc là, quelque part, c'était un petit peu un mélange de tout, c'est-à-dire que j'ai pris pas mal de photos à cet endroit-là, mais clairement, j'ai déclenché parce qu'il y avait un bon mix entre les lumières, mais c'était surtout la lumière qui m'a attiré quand même à ce moment-là. Quand tu vois la lumière qui tombe sur les montagnes au premier plan, c'est juste magnifique, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça magnifique. Et donc, c'est vraiment les lumières qui m'ont attiré. J'ai pas pu m'empêcher de photographier ça. Et quelque part, la compo, elle est venue dans un second temps parce qu'il y avait la belle lumière. J'ai essayé plusieurs compos jusqu'à trouver la compo qui me plaisait à cet endroit-là, quoi. Donc, pour le coup, c'est un peu une exception par rapport à ce que je te disais avant. Là, c'est vraiment la lumière qui m'a attiré et je me suis débrouillé pour trouver une compo qui me plaisait à ce moment-là. Est-ce que tu penses que ce type de photos où tu vas te focaliser sur la lumière sont plus faciles à faire au téléobjectif ou tu penses que ça n'a pas vraiment d'influence? Si, pour moi, c'est plus facile à faire au téléobjectif parce que je trouve que c'est plus facile de composer au téléobjectif. Parce qu'en fait, quand tu as une scène devant toi, à l'ultra grand angle ou au grand angle, tu as peut-être deux, trois possibilités différentes, modulo le premier plan que tu peux changer facilement. Quand tu es au téléobjectif, tu as des centaines de possibilités en fait. Donc sur les centaines de possibilités que tu as, c'est un peu plus facile d'en trouver une qui va te plaire. Parce que effectivement, tu zoomes sur une scène, donc tu vas prendre des détails, et on a des centaines de détails devant les yeux quand on regarde un paysage. Donc je pense que c'est un petit peu plus facile quand la lumière est vraiment belle et prédominante sur la scène, de prendre une photo au téléobjectif qu'à l'ultra grand angle. D'autant plus qu'à l'ultra grand angle, ça arrive souvent que tu aies une belle lumière sur les montagnes au fond, mais que tout ton premier plan soit dans l'ombre, donc c'est pas parfait. Il faut que la lumière tombe bien sur tout l'ensemble de la photo à l'ultra grand angle. C'est très difficile et très rare. Ouais, donc le téléobjectif va te permettre de te concentrer vraiment sur la zone où la lumière tombe, où la lumière est belle et un peu éviter le reste qui est moins intéressant. C'est ça. Ouais, ben, on voit quand même sur l'ensemble des photos qu'au final, une photo qui te plaît, là tu m'as montré, je pense, trois photos qui sont des photos que tu aimes bien. Oui. Au final, même celles qui n'étaient pas voulues d'avoir la lumière à la lumière, celle où la lumière, tu as shooté pour la lumière, finalement la composition est aussi intéressante derrière. Après, tu as cherché aussi à avoir une composition avec une pause longue. Au final, la question, j'ai l'impression qu'on peut répondre qu'on n'arrive pas vraiment à avoir une bonne photo sans avoir les deux. Bah oui, ça c'est certain. Si, tu peux avoir des photos des fois où la lumière est mauvaise en trichant un petit peu, notamment en noir et blanc, on peut plus facilement tricher. Tu peux avoir par exemple une scène un peu décontrastée parce que tu vas prendre au téléobjectif une zone qui est loin et puis tu as la pollution de la vallée devant ou je sais pas quoi.
Et puis ensuite te mettre en noir et blanc, recontraster et redonner un côté un petit peu dramatique, alors que la scène en elle-même l'était pas du tout. Donc ça peut, en noir et blanc, ça peut passer, en couleur, c'est difficile parce que ça va se voir très vite. Mais voilà, il y a quelques cas un peu extrêmes où tu peux un peu tricher comme ça et faire un petit peu semblant de recréer une belle lumière, mais ce sera jamais pareil que sur la dernière photo que je t'ai montrée là, de Yosemite en noir et blanc, où tu peux pas tricher, tu peux pas la recréer une lumière comme ça. Soit elle est là, soit elle est pas là, mais ou alors faut être un maître en Photoshop et en observation de la nature, parce que pour recréer exactement la lumière qui passe à travers des nuages, enfin bon courage. C'est évident, mais je pense que c'est intéressant de se demander, nous en tant que photographe, qu'est-ce qu'on fait passer en premier? Est-ce que la priorité pour nous, c'est de trouver une belle compo et après, on va soit attendre que la lumière vienne, soit. Enfin, je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux. C'est-à-dire que soit c'est la compo qui prédomine pour toi et donc, une fois que tu as ta compo, t'attends ou tu reviens le lendemain, ou tu reviens 10 jours après, ou tu reviens une autre saison jusqu'à avoir la bonne lumière. Soit Justement, tu j'allais dis, ouais, vas-y. juste avant que tu dises ça, j'allais te poser la question. Tu m'as dit que toi, la compo euh, te plaisait, enfin, tu prenais la compo vraiment un peu à cœur au début. Et est-ce que tu serais du genre à revenir tout le temps au même endroit avec la bonne compo jusqu'à avoir la bonne lumière si tu l'as pas eu au début? Ou pas vraiment du coup? Euh, J'évolue petit à petit dans cette direction-là, mais je serai jamais au point d'avoir, on va dire, cinq six compos préférés dans lesquels je retourne tout le temps. En fait, je vais revenir à un endroit où la compo me plaît beaucoup, beaucoup, jusqu'à ce que j'ai une photo qui me plaise, mais je vais pas y retourner 15 fois pour avoir des photos encore meilleures. Parce que pour moi, l'attrait de découvrir des nouveaux paysages et de nouvelles compos est plus intéressant que de perfectionner la lumière à un endroit particulier. Et donc pour moi, c'est ça un petit peu l'autre pendant. Si on a tendance à privilégier la lumière, on va passer beaucoup plus de temps et d'énergie à essayer de sortir au bon moment, aux bonnes heures. On pourra parler après hein, des applis ou des trucs comme ça qui permettent de savoir un peu quand est-ce que le ciel va s'embraser et compagnie. Et du coup, pour moi, l'idée est plutôt d'être un maximum dehors, de découvrir un maximum de nouveaux coins euh, et de chasser un peu la lumière. Et quand tu as la lumière, de trouver une compo qui va bien à l'endroit où tu es, quoi. D'accord, ouais. C'est assez marrant parce qu'au final, à la fin, on rebascule un peu sur plutôt. Tu vois, c'est marrant parce qu'on en discute. Des fois, on arrive à la compo, c'est ce qui est le plus important. Et au final, il y a la lumière et je cherche la compo qui va avec. C'est ça. Au final, cette question, elle est justement, quand je me suis posée, j'ai un peu du mal à répondre et ben, c'est marrant de voir que ta réponse, elle change un peu en fonction de l'histoire que tu veux raconter aussi. Bah, en fait, ouais, c'est-à-dire que je déclenche pas si j'ai pas une bonne compo, alors que je peux déclencher quand j'ai pas une bonne lumière. Donc dans ce Non, sens-là, au début, ce je t'ai qui dit c'est pour oui. moi la compo est prioritaire, mais de Ouais. plus en plus, j'essaie de chasser la lumière en premier et je vais pas m'obstiner sur une composition. Je sais pas si tu vois ce que je Ouais, veux dire en fait, mais ouais, selon la mais en façon fait, dont on pose la question, ma priorité est pas sur la même chose. je pense que quand on fait de la photo de paysage depuis longtemps, au début, on voit la photo comme des éléments qui s'ajoutent et du coup, enfin, je vois un peu comme ça. Au début, on veut essayer de créer une photo en y mettant une montagne, en y mettant un ruisseau et en les composant bien. Et au final, on se rend compte avec le temps que la lumière, elle fait vraiment la photo en est-ce qu'elle va être bonne ou pas. Oui, Enfin, est-ce qu'elle va être exceptionnelle ou pas, cette photo. Parce qu'on peut avoir, je pense, une bonne photo, comme tu disais, avec un compo correct. euh, mais si on n'a pas la lumière qui va avec, on n'aura pas la photo de ce lieu-là. oui, tout à fait. Et je pense que cette vision de la lumière, je pense que c'est pour moi vraiment la chose qui a le plus évolué depuis que je fais de la photo, c'est ma vision de la lumière. Je sais que maintenant, je peux plus me balader en voiture et voir un rayon de soleil, un coucher de soleil sans me dire ah purée, c'est la lumière que ça donne sur cette montagne, la lumière qui est ici, la lumière qui est ici. Même en baladant en forêt, ce qui n'est pas mes photos de paysage de prédilection. Maintenant, je me rends compte à chaque fois de la lumière qui passe à travers ou pas, de la qualité de cette lumière, alors que les personnes qui sont avec moi me disent, ouh, c'est un coucher de soleil normal, la lumière.
spécial, quoi. Ça, on développe une sensibilité particulière à ça, ouais. OK, ouais, c'était assez intéressant et puis je vais quand même ça me paraît intéressant avec toi, passer deux trois pensifs, comme ça, de photos de paysage et voir si ton point de vue, tu penses, a évolué entre il y a quelques années et maintenant. Notamment deux trois que je sais que tu avais un avis assez tranché à une époque. Heu, trépied ou pas trépied? Trépied. Pour une raison super simple, c'est que c'est purement technique. C'est que j'ai un appareil photo plein format maintenant, et donc pour la plupart des photos que je vais faire, je vais les faire à f8, f11, et avec la lumière qu'on a habituellement aux heures dorées ou aux choses comme ça. Donc quand vraiment tôt le matin ou tard le soir ou juste avant le lever du soleil, quand les nuages s'embrasent et tout ça, on va être sur des temps de pause où on a besoin du trépied. En APS-C, c'est un petit peu différent parce qu'on a plus de profondeur de champ, et donc on peut finalement prendre des photos sans trépied et ça passe. Et d'autant plus quand j'étais sur APS-C, je prenais plus souvent des photos en journée aussi, avec plus de lumière. Donc j'ai eu toute une période pas trépied, et là maintenant j'ai une période trépied. Mais attention, quand je dis trépied, c'est pas on arrive, on se dit que ça va être joli, qu'on va prendre une photo, on pose le trépied, on met l'appareil et on cherche sa compo. Et on cherche sa compo, parfois pendant très longtemps, sans trépied, on se balade, on va à droite, à gauche, on se met à genoux, on met l'appareil en l'air, etc. Et seulement une fois qu'on a la compo, on sort le trépied. Donc c'est vraiment, voilà, le trépied n'est pas du tout l'élément central. Il permet juste techniquement de prendre une photo avec des ISO minimum, et pour s'assurer de ne pas avoir de flou de bouger sur la photo. Ouais, je suis assez d'accord. Faut faire gaffe à pas sortir le trépied trop vite parce qu'on se retrouve vite bloqué et on perd beaucoup en flexibilité pour essayer de trouver la compo qui est vraiment la meilleure. Ouais. Pour moi, la plus grosse erreur, c'est de voir des photographes qui plantent le trépied, qui montent la colonne pour que ce soit pile à la hauteur de leurs yeux, parce que c'est quand même plus confortable comme ça. Et pour moi, c'est l'erreur maximale, si tu veux. Dès le départ, tu commences mal en te disant, bah, si tu choisis ta composition en fonction de la hauteur de tes yeux, c'est que t'as pas forcément bien travaillé ta compo. Ouais, en tout cas, si tu as pas regardé les autres alternatives possibles, hein. Ouais. Par contre, sur APS-C, je pense que même quand on arrive au niveau des couchers de soleil ou des levées de soleil, bien qu'on ait une profondeur de champ meilleure, euh, le trépied sera quand même assez nécessaire, en tout cas dès qu'on arrive à des lumières assez basses. Je pense pas que la profondeur de champ soit aussi te permettre de descendre un f2.8, un f4 pour avoir la même qualité de photo. Mais j'ai pas vraiment testé, mais c'est juste quelque chose qui me vient comme ça. Et toi, tu as Oui, vraiment fait les tests? c'est plutôt, en fait, tu vas avoir à peu près le même temps de pause à f8 sur APS-C et à f16 sur plein format. Donc tu doubles ou tu triples le temps de pause quand même sur plein format pour avoir la même profondeur de champ. Donc des fois ça joue, si tu veux, ça va se jouer entre une photo à un cinquantième de seconde et une photo à un quinzième de seconde, quoi. Donc ça, des fois c'est vraiment la limite entre il y a besoin d'un trépied ou il n'y a pas besoin d'un trépied. Ok, moi je peux dire que j'ai jamais vraiment fait la test, j'ai toujours posé mon trépied. Mais non, quoique, c'est pas vrai, parce que les seules photos vraiment loupées que j'ai, c'est toutes les photos que je faisais quand je randonnais, de longues randonnées et que j'avais pas de trépied avec moi, et que j'avais pas l'expérience, justement, comme toi, tu sais, vu que tu as pas mal travaillé sans et avec trépied, tu as l'expérience pour. Moi, vu que j'avais pas l'expérience sans trépied, bah, quasiment toutes mes photos, dès que j'ai pas un trépied, étaient loupées parce que je faisais pas assez attention à ma vitesse. Aïe. Et ouais, c'est un peu dommage quand tu repenses après. Deuxième pensif, filtre, pas filtre. Est-ce que ça a évolué depuis que tu les testes? Depuis que tu les as même? Toujours filtre. Enfin, toujours filtre, pas dans le sens j'utilise des filtres à chaque fois que je fais une photo, mais pour encore quelques temps, je suis encore sur les filtres. Euh, C'est-à-dire que, bon, après, ça dépend un petit peu. Je mets des filtres quand il y en a besoin, donc notamment les filtres dégradés. Euh, je vais les sortir. En fait, souvent, je les sors au cas où. Donc, je vais faire une ou deux photos avec le filtre dégradé.
Une fois que j'ai fait mes photos avec le filtre dégradé, je fais une ou deux photos sans filtre dégradé, parce que souvent c'est difficile sur l'arrière du boîtier d'estimer si tu as la plage dynamique suffisante sur ta photo pour à la fois déboucher les ombres et baisser les hautes lumières, ou s'il va falloir faire du bracketing, et c'est là où c'est un petit peu dangereux dès que tu vas commencer à faire du bracketing et que tu as du mouvement dans la scène, ça va parfois s'associer ensuite dans Lightroom et tout ça. Donc souvent je fais des photos avec les filtres au cas où, mais si ma photo sans filtre dégradé, hein, j'entends, est bien passée, je vais traiter plutôt celle-là que celle avec filtre parce que ça a un rendu plus naturel. Euh, et après, pour les photos en journée, c'est le filtre polarisant que je mets systématiquement. Par contre, le matin ou le soir, il n'y en a pas besoin en général. Donc voilà, j'ai pas systématiquement des filtres sur mes photos, mais je les ai encore dans le sac à dos à chaque fois que je fais une sortie. Ok. Euh, Est-ce que pour toi, la photo de paysage rime avec marche, longue journée de marche, ou est-ce que tu es partisan de la photo de paysage qui peut se faire au bord de la route sans faire trop d'efforts associés avec? Est-ce que toi, tu as une association randonnée photo de paysage ou pas spécialement? Tu penses que tout le monde peut faire de la photo de paysage? Non, pas spécialement. Personnellement, j'aime beaucoup les deux. C'est-à-dire que j'aime bien effectivement partir à la journée, faire une grande randonnée, parce qu'il y a ce côté, j'aime bien aller dans des endroits où personne, ou en tout cas aucun photographe sérieux ne va, parce que ça demande beaucoup d'efforts de transporter son gros sac, son matériel, tout ça. Donc d'aller dans des endroits où il n'y a que des randonneurs un peu chevronnés qui vont, ou des trailers qui n'ont que leur smartphone sur eux. Donc ça me plaît, si tu veux, d'aller photographier des scènes que personne d'autre va photographier avec un trépied, en travaillant sa compo et tout ça. Et puis c'est un bon prétexte pour sortir et aller se balader dans la nature. Mais d'un autre côté, j'aime aussi énormément prendre de la photo un peu opportuniste, effectivement, où on est en voiture, en vacances, et d'un seul coup, il y a une belle scène, avec une belle lumière, évidemment. Et hop, on garde la voiture sur le côté, et tu prends ta photo au bord de la route avec des bagnoles qui passent à côté, et tu as l'impression sur la photo que tu es en pleine nature, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, j'aime bien les deux aspects me plaisent, mais c'est vrai que la photo je dirais la seule partie de la photo de paysage qui m'attire beaucoup moins, c'est les fameux spots mondialement célèbres. Je veux dire, il y a certains photographes, l'intégralité de leur portfolio est constituée de spots où on a déjà vu des millions de photos à cet endroit-là. Ça va être les Dolomites, la cascade machin truc en Islande. Enfin voilà, allez, si on résume, il y a une trentaine de spots où on voit tous les photographes de paysages y sont passés. Euh, Évidemment, si on y va, il faut les photographier, ces endroits-là. Mais ne faire son portfolio qu'avec des photos comme ça, je trouve que c'est quelque part un manque d'originalité que je trouve dommage. Tu trouves beaucoup de plaisir à chercher ta propre composition, tes sujets, tes propres sujets, avoir une photo un peu unique pour toi. Ah, complètement. C'est même le plaisir principal, effectivement. Tu vois, si je reviens sur la photo de Yosemite là, de tout à l'heure en noir et blanc, comme je disais, c'est juste à côté, enfin allez, à 20 minutes de marche sur un sentier du spot le plus photographié de Yosemite, où il y a des millions de photos chaque année qui sont prises. J'ai évidemment fait cette photo parce que ce serait quand même idiot de ne pas le faire, parce que l'endroit est magnifique, mais en termes d'expérience de photographe, c'est absolument à déconseiller, parce qu'on est serré contre 50 autres personnes, il y a des photographes, des gens avec leur smartphone, ça piaille de partout, c'est pas du tout reposant, et on ne peut pas se concentrer sur sa scène du tout. Donc dans ces cas-là, j'aime bien effectivement essayer d'aller chercher une compo un peu différente et aller à un endroit où je peux être plus tranquille, quoi. Justement, tu parlais de tunnel, donc je pense tunnel view là au Yosemite. Oui. Est-ce que pour toi est-ce que tu as un attachement particulier aux grandes vistas, sommet d'une montagne, grande vue sur la chaîne du Mont Blanc, ou je sais pas, glacier et autres, ou est-ce que tu recherches plutôt des photos intimistes, un peu plus comme justement la photo que tu nous as montrée, un peu plus zoomée sur le Yosemite. Est-ce que tu es très grande vista ou pas spécialement? Pas spécialement. euh,
J'aime bien prendre ces photos-là. Euh, mais pour moi, il faut quand même qu'il y ait un intérêt au premier plan, d'une manière ou d'une autre. Enfin, il faut qu'il y ait un équilibre dans la photo. Et il y a beaucoup de grandes vistas, notamment les sommets. J'ai beaucoup de mal à faire des photos depuis des sommets, parce que des photos au grand angle, hein, j'entends. Parce que en général, Mhm. on n'a pas de premier plan. Vu qu'on est tout en haut de la montagne, on n'a pas de premier plan vraiment intéressant, à part peut-être deux, trois cailloux devant. Et du coup, oui, c'est impressionnant quand on y est. Donc du coup, on a envie de le photographier. Mais et en même temps, pour moi, il manque un truc en termes de compo, il manque un truc en général quand on a ces grandes vues. Euh, donc voilà. Et après, je fais beaucoup de photos au téléobjectif, mais mes photos au grand angle, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait des éléments qui se parlent et qui se renvoient à la balle dans la photo. Et les grandes vistas, on l'ont pas souvent ça en fait. Ouais, ouais, ça, j'ai en tout cas eu, quand j'étais dans les Alpes, beaucoup ce même problème, les photos en haut du sommet. Je dormais toujours en haut du sommet parce que c'est là que tu te dis, ah, ça va être le plus sympa. Et au final, Ouais. c'est pas vraiment facile de composer, surtout comme tu dis au grand angle, vraiment très dur suivant les cas. Ouais. À la montagne, du coup, moi j'aime bien les lacs, si tu veux, les petits lacs de montagne donnent souvent pas mal d'opportunités différentes, soit pour mettre la montagne en reflet dans le lac, soit pour faire des pauses longues quand il y a des petites vaguelettes, soit pour avoir un premier plan avec des rochers qui sont un petit peu dans l'eau. Ça donne beaucoup de possibilités, je trouve, les petits lacs de montagne. C'est un bon plan et du coup, c'est un bon endroit pour passer la nuit. Ouais, c'est vrai que les lacs de montagne, s'il y a possibilité de s'y arrêter, c'est vraiment pas mal. Et souvent, c'est moins difficile d'accès que le sommet aussi. Ouais. Élément humain dans une photo de paysage. Est-ce que pour toi, c'est assez rédhibitoire? Moi, ça l'est généralement. Ou pas spécialement? En général, j'évite de les prendre en photo. Après, ça m'arrive de prendre si c'est un petit chalet un peu typique en premier plan, et surtout si j'ai pas de premier plan et que le petit chalet est là, je vais pas me priver pour le mettre. Je préfère avoir un élément humain en premier plan que pas de premier plan, par exemple. Mais, euh, mais généralement, j'essaie d'éviter. C'est euh, mon attachement en termes de photos de paysage, et surtout d'essayer de montrer la nature la plus brute possible. Et donc, du coup, pour moi, effectivement, des éléments humains, même des humains, c'est-à-dire même une personne dans la photo, euh, je préfère la nature toute seule qu'avec des gens dessus, en fait. D'accord. Et là, tu viens de me dire du coup que toi, ce que tu aimais, c'était aussi de représenter la nature. Je sais que dernièrement, dans un de tes lives, tu as testé Luminar 4. Oui, Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, ce logiciel permet notamment de faire des remplacements de ciel automatiquement qui sont assez bien faits, franchement, pour ce que j'en ai vu. Mais pour toi, à quel point tu te permets la modification et le post-traitement d'une scène après coup? alors pour moi, l'idée est toujours d'essayer de représenter ce que mon cerveau a enregistré sur place. C'est-à-dire, euh, imaginez effectivement, vous êtes en haut d'une montagne ou bien à un col ou un truc comme ça. La scène est super belle, vous avez fait waouh, donc vous dites je vais prendre une photo. Euh, à ce moment-là, le souvenir que vous gardez dans votre tête de la photo, est-ce qu'il y avait la petite poubelle qui était dans le coin, dans le souvenir dans votre tête? La plupart du temps, non. Parce que la plupart du temps, c'est vraiment pas ça qui a attiré votre regard. Donc du coup, ça me dérange pas d'enlever la petite poubelle dans Photoshop pour représenter ce que mes yeux et ce que mon cerveau ont enregistré, et la scène qui m'a vraiment attiré. C'est-à-dire notre cerveau arrive à faire abstraction de certains éléments, certains détails. Euh, donc voilà. Par contre, il y a un petit chalet devant moi, et je ne vais pas le supprimer parce que si le petit chalet est vraiment en premier plan de la photo, euh, voilà, on va pas non plus tricher, on va dire, sur la photo. Mais enlever des Mhm. petits éléments, oui, même parfois enlever un petit oiseau. Des fois, il y a un oiseau qui va être très loin, qui va faire juste un petit point dans le ciel. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à distinguer que c'est un oiseau. Ça vient juste perturber le regard. Je vais le supprimer. Je ne vais pas avoir de souci à le supprimer. Des fois un petit brin d'herbe ou des choses comme ça. Donc ça m'arrive. Mais l'idée étant vraiment de mettre l'accent sur ce qui a attiré mon œil et de retirer les distractions. Pour moi, changer un ciel, ça n'a rien à voir. Changer un ciel, c'est transformer la photo, et ça devient plus de l'infographie qu'autre chose. Parce que finalement, si on change le ciel, qu'est-ce qui nous empêche de changer la montagne ou de changer tout le reste? Donc finalement,
à quoi ça sert d'aller dans la nature, quoi, finalement. Donc, non, non, j'ai un vrai gros souci avec ça, en tout cas pour mes photos, moi, c'est pas du tout ce que je veux faire. Après, j'ai bien conscience que ça peut avoir des usages très pratiques pour certains professionnels. Je pense par exemple à la photo immobilière. Tu as une après-midi pour aller prendre les photos d'une maison, pas de bol, le ciel était tout gris ce jour-là. Si tu peux remplacer par un beau ciel bleu, on s'en fiche de savoir que c'était vraiment le ciel le jour où tu y étais. Si ça permet de mieux vendre la maison, bah pourquoi pas. Donc il y a des cas où je pense que ça peut être très très utile de pouvoir faire ça en 2 clics, mais je pense que pour un photographe de paysage qui justement aime se lever tôt le matin pour aller voir les belles lumières et tout ça, faire du fake comme ça et aller chercher des images. Non, je sais pas, pour moi on perd tout le plaisir de la photo de paysage, quoi. Justement, on vient juste ajouter une lumière artificielle alors que la nature est capable de faire des lumières magnifiques par elle-même, quoi. C'est quasiment la même, la même pensée que j'ai mot pour mot. Par contre, j'ai remarqué que dernièrement, je me suis quand même pas mal mis au split tuning, en français, j'ai plus le nom Le là. virage parfait. Le virage partiel, exactement, merci. Et du coup, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de rajouter des couleurs dans les hautes lumières et une autre couleur ou la même dans les ombres, ce qui permet un peu de tweaker la colorimétrie de sa photo ou la balance des blancs. Mais ouais, mais du coup, je me poserais vraiment la question de est-ce que c'est valable ou pas de le faire, parce que c'est un peu dans la même idée que changer la lumière, comme tu dis, sur une photo de paysage, mais assez subtilement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'ai rien contre le split toning. Pour moi, c'est un petit peu comme quand tu changes la balance des blancs. C'est-à-dire, quand on change la balance des blancs d'une photo, par exemple, la photo était un peu froide, on voulait la réchauffer un peu, on augmente un peu la balance des blancs. Le cerveau de la personne qui va regarder va continuer à avoir les contrastes de couleurs en tête, va continuer à voir que cette partie-là était plus froide que cette partie qui était plus chaude. On a juste, en fait, changé l'état initial dans lequel on va voir la photo. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va dire waouh, les lumières sont belles, et après ça, notre cerveau va quand même voir les différences et les contrastes. Donc ça me gêne pas puisque ça vient pas tricher plus que ça à mon sens. Et le split toning pour moi c'est un petit peu comme ça aussi, c'est-à-dire qu'on vient poser une atmosphère particulière, euh, mais qui mais qui triche pas tant que ça dans la mesure où les couleurs sont toujours là, les contrastes de couleurs existent toujours. Donc ça me dérange pas. Moi personnellement, j'utilise peu le split toning. J'en ai fait quelques-unes, mais c'est pas trop ma cam. Après, je pense aussi que je sais pas bien faire. Euh, mais ça me dérange pas du tout que les personnes qui l'utilisent. Voilà. Après, c'est vrai qu'on en voit beaucoup, beaucoup sur Instagram avec les filtres Instagram. Il y a beaucoup qui sont basés sur du split toning. Donc, à voir, est-ce que toi, par exemple, tu arrives à faire un split toning particulier qui est ta patte à toi et qui est un petit peu différent de ce qu'on voit sur Instagram, par exemple? Alors, je pense pas que j'ai vérifié Instagram. J'ai pas tellement vérifié. Je regarde pas les filtres ou ce genre de choses, donc je connais pas tellement. Mais je sais qu'en tout cas, le split toning, j'ai deux teintes de couleurs que j'aime particulièrement et que je vais avoir tendance à réutiliser sur beaucoup de photos. Or, à voir si c'est les mêmes qu'Instagram, je sais pas. Peut-être que je suis devenu un Instagrammeur malgré moi. Ça me ferait vraiment mal. Mais non, je vais mettre un peu de orange et un bleu, un peu tirant sur le vert violet. Euh, et je pense que en fait c'est marrant, c'est une combinaison que j'aime vraiment, qui me plaît vraiment beaucoup à moi. Ouais. Et je vois ma photo, certaines photos que après l'utilisation de ça, je les trouve vraiment améliorées et je trouve que ça rajoute un élément artistique à la photo des fois. Ouais. Euh, mais comme tu dis, c'est pas un truc que j'utilisais beaucoup jusqu'à il y a quelques mois et du coup, j'ai encore pas beaucoup de recul sur les potentiels défauts, le trop d'utilisation qu'on a peut-être au début quand on utilise un nouvel outil. Mais je pense que c'est assez intéressant si jamais aussi, si tu veux un peu t'y pencher, je pense que il y a pas mal de choses, notamment la question de style. À mon avis, il y a quelque chose qui revient beaucoup chez les photographes, comment trouver son style. Et je pense que la gestion des couleurs peut être un élément assez intéressant.
Là, pour le coup, je te rejoins pas tout à fait. Pour moi, c'est presque une façon un peu raccourcie et facile de trouver un style. Effectivement, ça homogénéise très facilement un portfolio de faire du split toning avec un peu la même recette sur toutes les photos. Euh, mais pour moi, c'est aussi facile que si tu disais, bon, bah finalement, je passe toutes mes photos en noir et blanc, et du coup, mon style, c'est d'être photographe de noir et blanc, de paysage noir et blanc. À mon avis, le style doit aller un peu au-delà de la gestion des couleurs en post-traitement. Ça doit être un type de scène, ça doit être un type de... Tu vois, pour moi, ça va un peu plus loin, mais ce n'est qu'un J'ai pas, avis. j'ai pas dit que ça posait le style, mais à mon avis, ça peut permettre d'affiner un style. Oui, oui, oui. Je dis pas que le split toning sur toutes les photos va te permettre d'avoir. Mais je pense que commencer à travailler ces couleurs, que ce soit avec le split toning ou d'une autre manière, je, je pense que ça peut être une façon aussi de trouver un style. Mais bon, Oui, c'est une question que j'ai si ça vient, encore pas. si ça vient compléter le style de photo que tu fais déjà. C'est-à-dire, imagine quelqu'un qui prend que des photos, n'importe quoi, de nuit en forêt, tu vois, avec de la brume. Nuit en forêt avec de la brume, tu es dans un style super dark, un petit peu, tu vois, un petit peu effrayant et tout ça. Tu as Il y a carrément besoin de. intérêt à utiliser du split toning sur ces photos-là en rajoutant des teintes un peu bleutées, un peu vertes, un peu, voilà, pour vraiment créer une ambiance. Et effectivement, si dans ton style de photo c'était ça au départ, il n'y a pas de souci. Mais si au milieu de ton portfolio, tu viens mettre un grand paysage de montagne avec le même split toning en pleine journée, ça va jurer et ça va pas être adéquat avec la photo qu'il y a derrière en fait. Euh, Tu vois, je t'ai envoyé une photo là sur Facebook maintenant sur laquelle j'ai fait du split toning parce que la scène pour moi s'y prêtait. Il y avait effectivement une petite brume en forêt devant un ruisseau avec quelques rochers. Et du coup, j'ai créé un petit peu une ambiance un peu, pas pleine lune, mais pas très loin, quoi. Une ambiance un petit peu effrayante comme ça. Parce que je trouvais que cette photo, ça collait bien. Mais je vais pas aller faire le même style sur la photo de Delicate Arch que je t'ai montré tout à l'heure. Parce que pour moi, la photo s'y prête pas Non, du bien tout. sûr. Et en fait, j'ai la déformation de voir effectivement beaucoup de comptes Instagram où chacune des photos, quel que soit son genre, a le même truc split toning qui fait un effet un peu vintage et tout ça parce que c'est beaucoup à la mode. Et je trouve ça dommage que ce soit pas intentionnel et que ce soit systématique. En fait, c'est vraiment c'est ce split toning là que je veux combattre si tu veux. Ouais, je suis vraiment d'accord. D'ailleurs, il y a deux choses qui ressortent de ce que tu dis. C'est déjà que le post-traitement euh, doit être fait en fonction de la photo qu'on a. Euh, c'est comme tu dis, c'est pour ça que j'ai un peu un problème avec les presets, les Mm. gens qui vendent des presets ou ce genre de choses. C'est qu'au final, je trouve difficile c'est difficile de se dire pour tout type de photo, on peut faire euh, deux, trois changements, non, deux, trois post-traitements qui seraient vraiment identiques pour l'ensemble de ces photos. Et au final, si c'est pour vendre des presets qui changent juste les hautes lumières et les basses lumières, la chose que tu fais de base sur toutes tes photos, c'est un peu compliqué, je trouve. Si, si, je vois bien, c'est un peu des raccourcis pour des personnes en manque d'inspiration et oui, je suis tout à fait d'accord, les presets, pour moi, ont un intérêt relativement limité. Ou alors, si c'est pour traiter des photos souvenirs, mais pas les photos qui nous tiennent vraiment à cœur. Pour moi, une photo qui nous tient à cœur, il faut qu'on la travaille euh, manuellement, j'ai envie de dire, en tirant chaque curseur intentionnellement, en sachant ce qu'on fait, en sachant ce qu'on veut montrer comme émotion derrière, et faire en sorte que le post-traitement corresponde exactement à l'état d'esprit de la prise de vue et que ça s'accorde bien, quoi. Mais du coup, ça crée une difficulté parce que quand on est photographe un peu curieux et qu'on photographie des scènes très différentes, euh, bah tu vois, toi, un petit peu comme moi, on a des scènes en plein jour, on a des scènes de nuit, on a des scènes au lever, au coucher du soleil, on a des scènes de montagne, des scènes de mer. Et du coup, logiquement, si on veut faire les choses bien, j'ai envie de dire, on va traiter ces photos différemment selon la scène. Et du coup, dans notre portfolio, on n'a pas de cohérence quelque part. Et c'est pour ça que quand on nous dit oui, il faut trouver son style, et on me le reproche souvent hein, sur mes comptes de réseaux sociaux, on me dit bah toi t'as pas encore trouvé ton style et tout. Je dis t'inquiète, ça mûrit, mais en fait je pense que le jour où tu trouves ton style,
c'est plutôt le jour où tu décides de ne plus montrer les photos de mer, les photos en pleine journée, les photos machin, et de ne plus montrer qu'un certain type de photos sur lesquelles, comme ce sont des photos qui sont un peu toutes du même type, tu vas faire un peu le même type de traitement et retrouver cette cohérence. Mais, euh, mais je pense pas qu'il faille se dire mon style c'est ce type de traitement de photo et je vais l'appliquer sur toutes mes photos pour que ça ait l'air cohérent. Ouais, c'est là la question importante parce qu'au final, je te parlais de trouver un style avec du split toning, mais c'est juste que je me suis dit ça en le faisant, mais au final, j'ai jamais vraiment cherché à avoir un style euh, en prenant mes photos. Et c'est un peu comme les gens qui disent raconter une histoire en prenant les photos. C'est est-ce que c'est des choses qui sont utiles ou pas? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui en parlent, mais au final, peu de gens qui le pratiquent et qui peuvent aussi expliquer comment le faire. Et trouver un style, à mon avis, au final, si c'est ce que tu dis, ça devient presque un peu dommage de ne partager que des photos spécifiques d'un sujet, alors que tu as peut-être des photos exceptionnelles à montrer aux autres sur d'autres sujets. Je sais pas, moi je pense que ça fait partie des inconvénients entre guillemets de vouloir se professionnaliser en photo. C'est que quand on veut se professionnaliser, on veut pouvoir être identifié pour un type de photographie qu'on fait bien. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui montre des photos dans tous les sens, typiquement, je sais pas, tu veux devenir photographe de mariage et sur ta page pro, tu as des paysages, des photos de nourriture et puis quelques photos de mariage, ça fait pas très sérieux. Les mariés veulent voir quelqu'un qui, en apparence, ne fait que des photos de mariage et montre les plus belles. Donc je pense que dès le moment où on veut afficher une image de photographe particulière, on a intérêt à faire le tri dans ces photos et à ne montrer intentionnellement qu'une certaine partie de ces photos-là. Mais pour moi, ça se fait après coup, c'est-à-dire que ça se fait pas, on se dit pas du jour au lendemain, bon, alors vu que mon style c'est de faire des photos en noir et blanc à la montagne, tant que je vois pas une scène en noir et blanc à la montagne, je vais pas déclencher. Je pense pas que ce soit ça qu'il faille faire. Je pense qu'on continue de déclencher à chaque fois que ça nous plaît. Par contre, intentionnellement, on va mettre de côté certaines photos, ou alors on les montrera à d'autres personnes ou sur d'autres réseaux. Et par exemple, sur le portfolio de son site, si on veut se mettre en avant en tant que photographe de montagne, par exemple, on ne va mettre que des photos de montagne dans un style particulier. Donc pour moi, c'est un des, ouais, c'est une façon de se professionnaliser ou de se mettre en avant en tant que photographe. Et c'est la règle du jeu, c'est un peu comme ça que ça marche, quoi. Parce que tu penses que du coup, tu pourrais pas te limiter à style, à photographe de paysage. À ton avis, c'est pas suffisant. Ah non, c'est pas suffisant parce que De mariage, tu fais du mariage, toi, tu ferais que du paysage. Tu vois oui, un mais de la peu. photo, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais le paysage c'est tellement vaste. Mais quelque part, si tu veux, tu peux être photographe de mariage et pendant un mariage avoir des photos que tu vas montrer de façon très décontrastée, très peut-être effectivement avec un peu de virage partiel et tout, et d'autres photos du même mariage où tu vas avoir des couleurs un peu saturées et tout ça. Euh, Quand tu vas sélectionner les photos pour ton portfolio, généralement, tu vas essayer de prendre des photos qui sont cohérentes visuellement entre elles, euh, pour que ce soit ta patte, quoi. Donc je pense que même les photographes de mariage font une sélection de leurs photos et font en sorte de ne montrer qu'une série qui est visuellement cohérente, quoi. Euh, Tu ouais, je vois, si pense. je connais pas beaucoup de. Pour être honnête, je connais pas énormément de photographes de paysage qui sont professionnels, qui vivent de leurs photos. Enfin, il y en a, mais je les connais pas personnellement. Euh, les seuls que j'ai un peu en esprit, c'est tous ces youtubeurs, bon, du coup, qui vivent aussi d'une autre manière. Mais j'ai pas forcément l'impression que pour vendre de la photo de paysage ou devenir photographe de paysage professionnel, il faudrait se limiter à un type de photo de paysage euh, comme le photographe de mariage, lui, devrait plutôt se spécifier dans un style de photo de mariage. Je sais pas si tu vois. Bah, Tu verrais. la difficulté, si tu veux, c'est que les youtubeurs en question, effectivement, ne vivent pas de la vente de leurs photos. Même si, cela dit, quand tu suis leur compte sur les réseaux sociaux,
la plupart du temps, ils postent des photos qui sont dans la même veine, qui sont un petit peu dans le même genre. C'est très rare de voir un de ces photographes qui un jour va te poster une photo à l'ultra grand angle avec une superbe lumière de coucher de soleil et le lendemain photographier une fleur en macro euh, en gros plan, quoi. Généralement, ils ont quand même quelque chose de relativement cohérent. Mais moi, je parlais plutôt des photographes qui veulent sortir des livres, exposer dans les galeries et des choses comme ça, où là, quelque part, on doit avoir sa spécificité à soi, sinon on sera pas considéré sérieusement et on sera pas sélectionné, si tu veux. C'était plutôt dans ce sens-là, je pense que je voyais le truc. Ouais, donc toi, tu vois la construction de série comme quelque chose assez inévitable, si tu voudrais Bah, profiter. voilà, si tu veux percer dans le monde de l'art, on va dire. Et c'est quelque chose. Mais je vois vraiment la construction de série comme une sélection après coup, plus que Mhm. comme quelque chose d'intentionnel et de dire bah, pendant un an, je ne vais que photographier ça, et tant pis, je ferme les yeux sur les autres choses jolies que je vois et je les photographierai pas parce que ça rentre pas dans le cadre de ma série. Euh, je vois vraiment ça plutôt comme bah, il se trouve que depuis 2 3 ans, je fais de plus en plus de photos de montagne, de trucs comme ça. Et je retrouve de la cohérence après coup en voyant ça et je peux recréer une série comme ça. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Du coup, tu as commencé à construire des séries ou t'es encore pas arrivé à se poser sur. Mentalement, il y en a qui commencent à se construire. Maintenant, je suis encore tellement à la bourre dans mes retouches de photos que ça m'embêterait aujourd'hui de sortir une série alors que mes photos ne vont que jusqu'à mi-2017. J'ai envie de sortir une série qui est à jour, quoi. Et donc là, j'ai la difficulté de ne pas être à jour dans les traitements de mes photos. Donc quelque part, j'attends ce moment-là. Mais effectivement, j'exclus pas à un moment de pourquoi pas avoir un portfolio quelque part avec des séries qui du coup mettent plus en avant me mettent en avant en tant que photographe de paysage plus que comme youtubeur photo qui met en avant la diversité et l'envie de photographier tout ce qui nous plaît, quoi. C'est vraiment deux discours différents, je trouve. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que t'as d'autres sujets qui te semblent un peu autour du paysage comme ça intéressants à se poser ou pour toi aussi on a fait un peu le tour? Non, il n'y en a pas qui me viennent là maintenant, c'était déjà super intéressant, on avait des très bonnes questions. J'ai pas profité pour te relancer, mais j'aurais bien aimé avoir ton avis aussi sur ces différentes questions. J'ai beaucoup parlé, mais j'ai pas beaucoup parlé. Ah, On en reparlera en off sur le côté sinon. c'est plus le but d'avoir l'avis de l'invité, hein. Genre, je refais des vidéos pour répondre, droit de réponse à Sylvain sur mon propre podcast. Voilà, c'est ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce passage avec nous, avec moi aussi. Ouais, merci pour Et l'invitation. plaisir de discuter avec toi. Mais au final, tu sais que j'ai quand même plus ou moins la même vision de la photo que toi, globalement en tout cas. Donc, Oui, oui, on se ah, rejoint sur beaucoup de points, ouais. c'est un peu difficile avec toi de faire un débat pour et contre, vu que généralement, je sais plutôt pour ou contre. Mais, mais c'est très intéressant et merci encore. Puis ben, j'espère qu'on pourra se voir dans pas trop longtemps, quoi. Ah oui, ce serait bien, même si on est un peu loin, mais ce serait cool, ouais. Ouais, t'étais censé venir à Sydney dans pas longtemps. Je sais, mais alors là, tout est tombé à l'eau entre le déménagement, la nouvelle maison, le confinement, ouais, bref, c'est complètement tombé à l'eau là, malheureusement. Ouais, bien. Bah, merci à tout le monde d'avoir écouté, si vous êtes encore là, et puis à la prochaine. Ciao! Salut!